Vous allez écouter Social Calling. Mais juste avant, je voulais remercier Arkea qui sponsorise ce programme. C'est une banque pas comme les autres, qui mise sur les entrepreneurs précurseurs dans le domaine social et environnemental. Une banque connectée, qui soutient l'innovation et qui n'a pas peur d'être à l'avant-garde en répondant aux aspirations de la génération Social Calling. En bref, vous l'avez compris, Arkea soutient les millennials qui veulent entreprendre et s'engager pour construire leur avenir et le monde de demain. Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Social Calling, Sophie Roch et Paola Yvelin, épisode 23. Pour elle, s'engager, c'est se révolter, c'est chanter et c'est cultiver la sororité. Vous allez écouter une histoire de maladie, de vulnérabilité et d'écoféminisme. Depuis les studios pirates du 54 rue Monsieur le Prince, en ce 39e jour de confinement, voici une nouvelle histoire de Social Calling. Pour moi, la sororité, c'est de se rendre compte que l'intime, en tant que femme, on le partage avec plein d'autres femmes. Et donc, du coup, en mettant dans un pot commun tous les obstacles qu'on a rencontrés qui sont spécifiques aux femmes, on se rend compte qu'on a énormément de points communs et donc qu'on peut les dézinguer ensemble, finalement, les barrières qui nous sont mises par le patriarcat. Chères auditrices, dans ce 23e épisode, avec les fondatrices de Gang of Witches, cette communauté artistique, féministe et écologiste créée en 2016, on vous a concocté une boîte à outils pour vous épauler pendant ce confinement. Avec Sophie Roch et Paola Yvelin, on a donc rembobiné le film de leur vie pour pointer les signes avant-coureurs de leur social calling. On a aussi dézingué le moule dans lequel la société nous force à rentrer et qui nous coupe de notre capacité à nous engager. Et puis on a aussi parlé, entre autres, de la puissance des arts, de la spiritualité et de l'astrologie. Je sais qu'il a fallu beaucoup de temps à ces deux femmes artistes pour faire résonner la voix de leur engagement écoféministe. Longtemps, Sophie et Paola se sont évertuées à faire taire leur petite voix intérieure pour rentrer dans les cases. Et c'est finalement la maladie, un peu comme nous en ce moment avec le Covid-19, qui les a rattrapées, comme un réveil qui sonne un matin pour vous signifier que l'heure de la révolution intérieure a enfin sonné. Avec cet épisode très spécial, je vous préviens, attendez-vous à l'inattendu. Après s'être échappé à coups de griffes et de canines affûtées, l'animal épuisé arriva à l'orée d'un bois. Là, il rencontra une sorcière qui lui demanda: Dis-moi, merveilleux petit chat, veux-tu que j'exauce un vœu de ton choix? J'ai eu toujours des goûts un peu particuliers, j'ai toujours été la marginale de la classe. On me traitait de sorcière déjà quand j'étais petite. Donc je sais pas, les gamins devaient sentir que j'étais pas exactement foutue comme eux. Les signes avant-coureurs, bah oui, c'était un grand désarroi en fait. Mon grand-père me disait: mais pourquoi tu demandes toujours pourquoi? Et pourquoi t'es con, papy? Et puis en plus j'étais féministe. Toute gamine j'étais déjà féministe. Je voulais faire les mêmes trucs que les mecs. Je voyais pas pourquoi les filles avaient pas le droit de faire ceci ou c'était pas bien vu de, par exemple, quand j'étais ado, de faire de la batterie, de jouer de la batterie pour une fille, c'était mal vu. Un jour j'ai surpris une dispute entre mon père et ma mère qui était danseuse donc, et mon père lui disait: mais change de boulot, c'est pas un vrai travail. Qu'est-ce que tu fais? On a besoin d'argent. Enfin bon, bref. Et ma mère était en larmes et ça m'a beaucoup marquée en fait. Je pensais toujours qu'il fallait que j'aie un travail alimentaire et que je créais à côté. J'essayais de rentrer dans le moule, mais il y avait toujours ce truc que je pouvais pas lâcher, quoi. Chanter, surtout. Enfin, au début, c'était surtout la musique. Et puis, alors moi, mon truc, c'était de faire des petits boulots et de changer d'études tout le temps. Donc, j'ai fait plein d'études. J'ai fait musicologie, j'ai fait journalisme. Et quand j'étais en école de journalisme, j'ai appris à écrire. Et je me suis dit que j'avais envie de faire ça, que c'était important pour moi de faire entendre ma voix. Ce qui me gênait en fait dans mon boulot de journaliste, c'est que je faisais du journalisme musical. Et donc, je passais ma journée à écrire sur des artistes musicaux. Et à côté, moi, je faisais pas de musique. Et à un moment donné, quand je suis tombée malade, que j'ai découvert que j'avais une sclérose en plaques, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi ? Alors, est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans un bureau ? Non, ni dans un magasin, parce que j'ai aussi fait des petits boulots à la con, ni dans un bar, ni dans un restaurant. Moi, ce que je veux, c'est écrire ou être sur scène, ou les deux, quoi. Et toi, Paola, de ton côté, qu'est-ce que tu fais comme métier avant finalement de t'autoriser à faire de l'art ? Après mon bac, j'atterris en école de gestion parce que je sais pas où aller et que j'ai l'opportunité avec mon père qui m'appelle au bout de 2 ans en me disant: écoute, il y a telle école, est-ce que tu veux y aller ? Et j'étais complètement perdue. Il y avait une année à l'étranger, je me suis dit tant qu'à être perdue, autant être perdue et voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et
Je m'en sors plutôt bien parce que ça me paraît assez simple, la gestion. Ça m'emmerde profondément, mais bon, je m'en sors bien. Je vais travailler 6 mois à Hong Kong. Je vois que je dépéris, en fait, que ça me nourrit pas. Après, je prends plein de petits boulots où il y a surtout pas de responsabilité parce que je ne veux pas m'investir dans un truc qui me dessèche. Et puis, je fais ma première dépression majeure à 25 ans et là, je me mets à dessiner. Je m'accroche à mon carton à dessin comme à une planche en pleine tempête dans la mer et je sens que c'est là qu'il faut que j'aille, alors que j'ai pas de formation artistique ni rien, mais c'est le truc qui me tient à la vie, en fait. À 30 ans, j'ai une maladie sur les cordes vocales. J'ai plus de 40 interventions chirurgicales, que je manque de devenir muette. Énorme claque, très 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 dure, parce que complètement incapable, encore une fois, d'être en contact avec l'extérieur, parce que je pouvais pas parler la plupart du temps. Pour le coup, mon dessin explose en peinture et personne ne questionne jamais ma légitimité. Je me rends compte que c'est ça qui me fait vibrer, que je vis à la fois la période la plus... une période très très dure de ma vie, mais en même temps avec cette lumière de voir que j'arrive à m'exprimer avec la création, de voir que ça me remplit de joie, quoi. Et du coup, je m'accroche à ça. Je m'accroche à ça parce que je me rends compte que si je fais pas ça, je vais crever, quoi. C'est à partir du moment où je suis tombée en morceaux qu'il a fallu tout déconstruire pour comprendre qui j'étais, dans quel monde je vivais, pourquoi je faisais ça, et que j'ai commencé à tout questionner. Et là, du coup, comprendre où était ma place et ce que j'avais à faire, quoi. Le déclencheur, je pense que de l'engagement, pour moi, ça a été la psychanalyse. C'est à partir du moment où j'ai compris pourquoi j'étais révoltée et j'ai compris que ces raisons intimes et familiales étaient en fait vachement plus répandues que ce que je ne pouvais imaginer et que c'était un problème sociétal. Là, du coup, il y a eu quand même un électrochoc, la rupture en fait, le moment où t'en peux plus, où tu crois plus en rien, tu fonctionnes plus, ça marche pas et t'es face au mur, quoi. Mm-hmm. Donc c'est soit tu pètes le mur et puis tu reconstruis le tien qui va être un petit peu différent et puis ça va être difficile mais ça sera le tien et tu pourras survivre. Pour moi, ça a été impossible en fait de continuer à vivre dans le monde normal. Ça me tuait. Pareil, je suis passée par la case dépression plusieurs fois et 25 ans après l'annonce de la maladie, ça a été terrible. Mais je suis aussi passée par la case psychanalyse et tu as raison, c'est en décortiquant tout ce que j'avais vécu et ce à quoi j'aspirais que j'ai compris en fait que ça servait à rien justement de vouloir rentrer dans le moule parce que je n'y arriverais pas. C'est vraiment la maladie qui a été l'élément déclencheur. Mais déjà avant, je n'arrivais pas à me résoudre à arrêter d'être artiste, quoi, même un tout petit peu. D'ailleurs, votre engagement à vous, à chacune d'entre vous, il s'est révélé à un moment donné où vous étiez dans une situation d'hyper vulnérabilité, c'est-à-dire face à la maladie. C'est là que tu comprends quels sont tes vrais combats. C'est quand on prend conscience qu'on n'a qu'une vie qu'elle commence vraiment. Ça veut dire quelque chose. Et du coup, tu prends le temps de te demander qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de bien, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait te sentir bien. Et il y a aussi le fait que quand tu es malade, finalement, la chose la plus précieuse, c'est l'amour, quoi. Moi, j'ai eu quand même beaucoup de soutien pendant que j'étais malade, ce qui n'a pas été ton cas. Non. Et du coup, c'est aussi un désir de rendre à des gens qui ne vont pas avoir ce soutien-là. C'est peut-être une plus grande humilité, une plus grande humanité. Il y a plein de personnes qui souffrent et moi, si je peux faire quelque chose, j'ai envie de le faire, quoi. Peut-être mal, peut-être du mieux que je peux avec mes forces et mes faiblesses, mais c'est vraiment un désir de partager ma chance, quoi. Est-ce qu'il y a des pratiques, des outils, des bouquins ou d'autres choses qui vous ont aidé à comprendre votre révolution intérieure ? Je crois, Paola, toi, le yoga ? Oui, j'ai commencé le yoga il y a plus de 15 ans. On a fait pas mal de retraites de Kundalini, donc pour se connecter au corps, pour être dans l'instant, quoi. Et on avait rencontré une astrologue anglaise en retraite de Kundalini, justement, et je suis son YouTube, et elle fait donc une vidéo très très carrée, elle s'appelle Pam Gregory, elle est géniale, cette femme. Elle fait une vidéo pour la nouvelle lune, une vidéo pour la pleine lune, et j'avoue que je les écoute, ça me soutient dans des choix que je vais faire,
Moi, j'aime bien me tirer une carte de tarot de temps en temps. Paola, je sais pas si tu sais, mais a fait toutes les arcanes majeures du tarot en peinture ou en sculpture. Et donc, elle a après édité un jeu de tarot magnifique. Mais je me tire juste une carte et je regarde dans le bouquin de Jodorowsky ce que ça veut dire. Et ça m'aide à... C'est des pistes de réflexion. Ouais, c'est des pistes de réflexion, ouais. C'était un photographe de Jim Morrison qui s'appelle Bobby Klein, qui est très chouette et qui tire le I Ching, qui est donc un système de divination chinois qui a, on ne sait pas, entre 3000 et 5000 ans. Et tous les dimanches, il fait un tirage du I Ching. Et donc ça aussi, c'est des pistes de réflexion. C'est pas, on le prend pas pour argent comptant. Il y en a qui résonnent plus que d'autres, mais ça permet d'ouvrir des portes et peut-être aussi de sortir des sentiers battus, quoi, et d'avancer dans une quête, c'est ça, plus intangible, de se poser des questions auxquelles on n'a pas du tout les réponses, d'utiliser des outils un petit peu parfois farfelus, mais qui vont avoir des résultats positifs, quoi. À votre avis, pourquoi est-ce que dans notre société occidentale, la plupart des gens peinent à se connecter à leur spiritualité ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un gros travail de sape après mai 68, comme avec le féminisme d'ailleurs, où c'est des trucs New Age, c'est des remèdes de bonnes femmes, ça a été discrédité, je pense, par la société mainstream. Et en ces temps de confinement, c'est important aussi de se connecter à d'autres outils à un moment où on est dans une situation de perte de contrôle, ce qui a aussi été le cas pour vous quand vous avez appris la maladie. Vous étiez totalement finalement obligé de lâcher prise pour pouvoir continuer à avancer. Écoute, c'est génial que tu fasses le parallèle parce que les symptômes que tu décris des angoisses de mort, de ce sentiment de contrainte, de l'enfermement, je dis c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti quand je suis tombée malade. J'avais des problèmes de thyroïde aussi, donc je pouvais pas trop bouger. Et je dis c'est ce que j'ai ressenti dans mon corps. Et je me dis là, t'es pas malade, mais tu as ces symptômes-là. C'est comme si le monde est malade et c'est les humains qui doivent se confiner, avoir les symptômes, certains symptômes psy que tu peux avoir quand tu tombes malade, alors que c'est le monde qui va pas bien, quoi. Je trouve ça super intéressant ce parallèle. Enfin, le confinement, c'est quand même très violent, quoi, comme process. C'est une initiation tout bénef, parce que tu vas en sortir en bonne santé. Je trouve ça vachement initiatique, en fait, de se retrouver comme ça contrainte et de devoir aller puiser vraiment dans tes ressources profondes, quoi. C'est comme ça que tu changes. C'est ça. On peut beaucoup moins fuir. On peut moins fuir dans les autres, dans la frénésie. Pourquoi ces pratiques ancestrales, elles ont un pouvoir de transformation ? C'est peut-être ça qui nous relie en tant qu'être humain. Finalement, le rituel, les archétypes, ça a toujours été là. Et c'est humain, profondément humain, dans une société qui est peut-être très technologique. Alors, l'essence du projet Gang of Witches, c'est quoi, Sophie ? L'écoféminisme, c'est vraiment le gros du projet, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'écoféminisme pour nos auditeuristes qui ne seraient pas familiers avec ce terme ? L'écoféminisme, c'est un courant féministe assez récent, je crois, dans les années 70, qui donc rapproche la condition de la femme de la condition de la nature, en fait, qui sont toutes les deux malmenées par les sociétés capitalistes et patriarcales. Alors, vous utilisez quels outils au sein de Gang of Witches pour arriver à cet objectif ? On utilise notre cœur, notre tête, nos petites mains. On utilise le podcast, le livre, les événements, la musique, les arts plastiques, la littérature. Tout. On fait feu de tout bois. On grandit beaucoup avec ce projet et c'est partager notre lecture du monde, comment on le déconstruit, partager nos révoltes, mettre en commun et donc d'abord avec la sororité, mais après en trouvant aussi un public, quoi. C'est révolutionnaire, la sororité. Oui. C'est sortir du système patriarcal, se passer de l'approbation du patriarcat. Mais se rendre compte qu'on n'est pas seul dans le combat intime, dans parfois le sentiment de manque de légitimité. Pour moi, la sororité, c'est de se rendre compte que l'intime, en tant que femme, on le partage avec plein d'autres femmes et donc du coup en mettant dans un pot commun tous les obstacles qu'on a rencontrés qui sont spécifiques aux femmes, on se rend compte qu'on a énormément de points communs et donc qu'on peut les dézinguer, réfléchir ensemble et dézinguer ensemble finalement les barrières qui nous sont mises par le patriarcat, quoi. Oui, c'est faire entendre nos voix alternatives en fait au discours mainstream.
avez d'ailleurs créé le groupe de musique Gang of Witches qui a sorti en 2019 un album dont le titre Patriarchy is Burning, le patriarcat est en train de brûler, résonne comme une prophétie par les temps qui courent. Pourquoi est-ce que vous avez fait de la musique un catalyseur de votre engagement ? La musique, ça parle à tout le monde. C'est instantané. C'est un langage un peu universel. Ouais. C'est facile, c'est ludique, ça donne de l'énergie, c'est rapide. En 3 minutes, voilà. t'as donné un manifeste de quelque chose, quoi. Alors, puisqu'on en parle, c'est quoi votre manifeste préféré sur l'album ? Toi, c'est Capitalism. Ouais. Et moi, c'est quoi ? Patriarchy is Burning. Ouais. Alors, à quoi il ressemblerait le nouveau monde selon Gang of Witches ? Il mettrait le vivant avant le profit, il mettrait l'individu avant l'entreprise. Quelque chose de moins violent, de plus doux, quoi. En fait, il faudrait décroître. Il est urgent de ralentir. Oui. Est-ce que vous auriez d'ailleurs des conseils pour nos auditeuristes qui seraient en ce moment plongés dans les ténèbres et qui chercheraient à trouver leur place dans le monde ? Se donner du crédit à soi-même si on a envie de faire quelque chose depuis longtemps, d'écrire, de partager son histoire, écouter son cœur, se faire confiance et en parler, et pas avoir peur de débuter, pas avoir peur d'avoir des fragilités parce qu'on en a tous. Partager ces fragilités parce que c'est peut-être une des plus grandes preuves de force et ça rapproche beaucoup en plus. Partager ses fragilités, c'est ce qui permet de s'engager, Sophie ? Ouais, je pense que ça suppose une certaine honnêteté envers soi-même. Ouais, c'est un bon point de départ. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça veut dire quoi s'engager pour vous ? Faire entendre des voix alternatives. C'est aussi prendre conscience des privilèges qu'on a et œuvrer à finalement dézinguer le système qui nous les a octroyés pour œuvrer à ce qu'il y ait moins de souffrance et que ça soit plus juste. C'est être sur tous les terrains. Toi, Sophie, ça veut dire quoi s'engager pour toi ? C'est essayer peut-être de faire comprendre aux gens qui sont pas a priori féministes ou écolos pourquoi on l'est, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça pourrait changer dans le monde, d'expliquer pourquoi ce sont mes convictions et pourquoi elles me paraissent justes et peut-être essayer de convaincre quelques personnes au passage. C'est quoi le carburant de votre engagement ? C'est beaucoup la révolte, quand même. Aussi. D'abord révolte contre mon père, après révolte contre les hommes, et puis le capitalisme, et puis le patriarcat, et puis maintenant ? Maintenant, tout à la fois. Pas contente, mais positive et proactive, et bon, j'essaye de faire passer mes messages quand même avec un peu de finesse. Et d'humour et de bienveillance. Alors, il y a une question que je pose fréquemment à la fin de ce podcast. Qu'est-ce que la petite Paola et la petite Sophie de 8 ans diraient à la Sophie et Paola de 40 et 45 ans respectivement ? Alors, tu vas en chier, mais à un moment donné, ça va être super cool. Tu vas vivre une vie riche, pas forcément facile au début, mais qui vaudra la peine. Et tu pourras être fière de ce que tu es devenue. Voilà, je la prendrai dans mes bras aussi, je lui ferai un gros poutou sur la joue. Et toi, Paola ? Je lui dirais que ce qu'elle ressent est valable. Je lui dirais de garder confiance. Je lui dirais que parfois, quand on est perdu, c'est les moments où on se trouve le plus. Qu'elle continue à avancer, qu'elle croit en elle, quoi. C'était le 23e épisode de Social Calling. J'espère qu'il vous aidera à mieux écouter votre petite voix intérieure. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à écouter le podcast de Gang of Witches, réalisé et animé par Valérie Mito et Wendy Delorme. C'est une pépite. N'hésitez pas à découvrir également le travail artistique de Gang of Witches. Et encore un grand merci à Sophie et Paola qui ont partagé quelques morceaux de leur album, également intitulé Gang of Witches, sorti en 2019. Voilà, mes chers auditeuristes. Prenez soin de vous, restez chez vous et continuez à m'écrire à l'adresse callingsocial@gmail.com. Vos messages, vos petites étoiles et vos commentaires sont d'un grand réconfort. À dans 15 jours pour un nouvel épisode.